Épisode 35. Interlude 6. Le capitaine Anton Vassiliev était dans une bataille féroce. Une bataille dans laquelle il perdait rapidement du terrain. Il essayait de penser à d'autres tactiques. Toutes les siennes échouaient complètement. Ils ne t'ont pas entraîné pour ça? Bon sang, pourquoi ses yeux continuent-ils à désobéir à ses ordres directs de rester ouverts? Il essaya de les écarter le plus possible, en espérant que personne d'autre autour de la table de réunion ne le regarde. Non, c'était toujours une lutte. La douleur pourrait le faire. Il s'est mordu l'intérieur de la lèvre. C'est inutile. Il approcha sa main de sa bouche en prenant une posture nonchalante et pensive, et mordit la jointure de sa main. Normalement, ça devrait te réveiller. Il devait avoir recours à des stimulants. Il prit un sachet de café au centre de la table exiguë. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les salles de réunion sur ce vaisseau. Qui aurait cru que découvrir une nouvelle planète serait aussi ennuyeux? Il n'avait pas les capacités de détection nécessaires pour découvrir ce qu'il y avait là-dessous. Ils ont seulement réussi à faire une analyse atmosphérique de base, qui s'est avérée bonne. Il y avait toujours un risque que les scientifiques se trompent et que l'atmosphère soit une soupe toxique. Mais ce vaisseau a été conçu dans un seul but, arriver ici et établir une porte de retour. La construction du vaisseau a nécessité une énorme partie du budget russe. Mais la partie la plus coûteuse était de loin la porte de Kerenhauser, divisée en 8 sections, en arcs, cachées entre les réservoirs d'hydrogène de la coque. Leur tâche, maintenant qu'ils étaient arrivés ici, était de l'installer et de rentrer à la maison. Ils pourraient laisser les scientifiques expérimentés venir avec tout ce qu'il faut pour évaluer la planète, pour l'habitation plus tard. Bien sûr, le gouvernement ne voudrait pas que les nouveaux héros du monde restent ici, de l'autre côté de l'espace. Il y aurait des parades à faire, des entretiens à passer. Il soupira et se frotta les yeux. Peut-être qu'il pourrait les garder ouverts. Les boulons de l'attelage étaient coincés. Il se trouvait dans une salle pleine d'ingénieurs qui se disputaient pour savoir quelle était la meilleure façon de couper un boulon sans rien endommager. Bienvenue dans l'armée. Épisode 36. Le soleil était de sortie, mais le vent était toujours aussi mordant. J'ai couru jusqu'au parc pour me réchauffer. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient du jogging. Plus j'y passais, plus je me rendais compte qu'il y avait un uniforme. Tout le monde portait le même genre de vêtements. Ils portaient tous ces pantalons élastiques, serrés et stupides, avec des gilets et parfois des sweats à capuche. Ça me faisait rire. Vous ne m'auriez pas attrapé en train de porter quelque chose, dans le genre. C'était tôt le samedi matin et il y avait encore quelques familles avec leurs enfants. Je suis resté loin d'elles, autant que possible. Mes jambes sont passées d'une sensation de brûlure qui avait commencé dans les 10 premières minutes à une douleur intense. J'ai continué à pousser, me fixant de petits objectifs à atteindre. Ce lampadaire, presque là. Je n'avais plus l'impression de courir très vite. Waouh! Ok. Ensuite, l'arbre, avec la branche qui est tombée. La douleur a explosé dans ma poitrine, dans mes poumons, alors que j'haletais dans l'air. Je n'arrivais même pas à faire ça correctement. J'avais mal aux dents. Pourquoi j'avais mal aux dents? Je ne pouvais pas me résoudre à lever la tête et à trouver une autre cible à atteindre. Je regardais mes pieds, me sentant si lente que je reculais presque. En levant les jambes, j'avais l'impression qu'une personne inconsidérée avait augmenté la gravité à un niveau 3 fois supérieur à la normale. Un autre pas, un de plus. Est-ce que je courais encore? J'étais sûr que j'allais me faire dépasser par ce couple qui marchait côte à côte. Ma vision s'assombrissait sur les bords. J'avais des vertiges, des étourdissements. Mon pied s'est coincé et j'ai trébuché. Sentant que je perdais l'équilibre, j'ai visé un carré d'herbe et je suis tombé. Je me sentais mal. Je suis resté allongé, haletante comme un poisson hors de l'eau. Je me suis retourné sur le côté et j'ai vomi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre mon souffle. Et quand ma respiration s'est ralentie, je me suis assise. Waouh, non, toujours étourdi. Je me suis recouché et j'ai regardé le ciel. Quand j'ai commencé à trembler de froid plus que d'épuisement, j'ai essayé à nouveau et j'ai réussi à me lever en tremblant.
Mes jambes étaient comme de la gelée, comme si quelqu'un avait fait fondre mes os. Mais elles semblaient encore fonctionner. La bibliothèque était proche, alors j'y suis allé en boitant. C'était chaud, gratuit, et je pouvais m'occuper avec des livres. J'ai pris un livre au hasard sur les étagères en me dirigeant vers le coin le plus tranquille que je connaissais, et je me suis assise effondrée sur l'un des canapés du minuscule box de lecture. C'était celui avec lequel j'avais été avec Bess toutes ces semaines auparavant. Mes tremblements se sont progressivement calmés au fur et à mesure que je lisais. C'était une histoire plutôt sèche des voyages dans l'espace. Il y avait un chapitre intéressant sur les quelques pays et cultes religieux qui, au cours des derniers siècles, ont tenté une émigration massive vers d'autres systèmes. L'un d'entre eux avait même tenté un saut en un seul point, ce qui était fou. Tout le monde savait qu'il fallait 2 points pour faire un saut. Bien sûr, il était possible d'ouvrir un trou de verre à partir d'une seule porte, mais on ne pouvait pas savoir où l'on se retrouvait. Si on avait de la chance, on pouvait viser dans une direction générale et espérer atteindre une certaine distance, mais les incertitudes... On pouvait se retrouver plus loin de sa destination qu'au départ. Vous pourriez vous retrouver dans un espace vide, sans rien, à des années-lumière. Un espace encore plus vide que d'habitude, ou au centre d'une étoile. Même en cas de succès, le vortex serait si instable. J'ai frissonné. En lisant la suite, les modèles scientifiques actuels suggéraient qu'il y avait une chance sur 4 qu'ils finissent en une tache de quarks à travers la moitié d'un système solaire. 200 000 personnes disparues. Mais les modèles scientifiques des trous de verre changent tous les 20 ans. Lorsqu'un nouveau scientifique brillant découvre quelque chose de nouveau, il jette l'ancien modèle par la fenêtre. Je ne pense pas que quiconque sache vraiment comment il fonctionne. Même Karen Weiser, l'homme qui a démontré le premier transfert de porte à porte. J'ai feuilleté la page et j'ai vu une photo de la première porte orbitale de Karen Weiser. Elle était minuscule comparée aux portes de 3e et 4e génération actuellement en orbite. Si les terroristes qui l'ont bombardée avaient la moindre idée que sa destruction donnerait une excuse et surtout inciterait l'opinion publique internationale à soutenir la construction d'une porte beaucoup plus grande. J'allais monter là-haut. Un jour, je ferai un saut. J'ai refermé le livre et me suis levé en titubant pour le remettre sur l'étagère où je l'avais trouvé. Je n'ai jamais aimé le mettre dans le bac de retour. Je préfère le replacer moi-même. Je devrais au moins faire quelque chose de constructif de mon temps. Je suis allé à la bibliothèque numérique et j'ai trouvé une tablette de rechange. Je suis surprise que la bibliothèque ne soit pas plus fréquentée un samedi. Le centre commercial était bondé, bien sûr. Assise à l'un des bureaux, j'ai lancé une recherche sur Internet pour trouver les magasins d'escalade et de sport extrême les plus proches. J'en ai trouvé quelques-uns, à moins de 10 minutes de marche. Peut-être 15 dans mon état actuel. J'ai remis la tablette sur la pile et je suis parti. Je n'ai pas eu à demander où étaient les casques. Il y en avait un mur entier, du sol au plafond. 2 tiers ont été écartés immédiatement parce que c'était des casques de vélo. Ils avaient une forme étrange, ne protégeaient pas bien les côtés de la tête et étaient principalement constitués d'une sorte de mousse de polycarbonate. Pas bon pour les coups multiples. Je ne pouvais pas me permettre de jeter un casque à chaque fois que je recevais un coup à la tête. J'en ai trouvé un qui semblait être pour le ski, ou peut-être l'escalade. C'était un plastique noir, dur et terne. L'intérieur était rembourré, simple, rond et lisse. Rien ne ressortait pour être attrapé, ou simplement identifié. Il s'abaisse pour couvrir mes oreilles. Il y a même une visière en plexiglas qui glisse sur la moitié supérieure de mon visage. La mentonnière était munie d'un dispositif de dégagement rapide pour que je puisse l'enlever en cas de problème. L'étiquette de prix de $200 me faisait pâlir. Mais en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué le début du bleu autour de mon œil. Le prix en valait la peine. J'ai épluché les billets et les ai remis à la caissière. Cela doit paraître étrange. Moi, dans mes vieux vêtements, sales, achetant quelque chose d'aussi cher. Mais la vendeuse ne m'a même pas accordé un regard de plus. Je suis parti avec une boîte sous un bras et un sourire sur le visage. Mon estomac a grogné en me rappelant que je n'avais pas mangé depuis le déjeuner scolaire d'hier. Mon sourire s'est effacé. Je n'avais plus d'argent. Enfin, pas d'argent à moi. J'avais promis de ne pas dépenser cet argent pour moi. Je n'allais pas rompre cette promesse à cause d'un petit malaise. Je commençais à rentrer chez moi en traversant le parc quand mon regard a surpris quelqu'un
qui me faisait signe. Au début, mon cœur a fait un bond. Ça pouvait être Bethany? Mais non, c'était Mike, avec un ami. « Hé !» a-t-il crié en marchant vers moi. Mes sentiments envers Mike étaient mitigés. Il était l'ami de Bethany, et je suppose que j'étais jalouse de lui et de la façon dont il s'entendait avec elle. Mais il m'avait vraiment aidé avec Ashley, alors je lui devais bien ça. « Salut Mike !» j'ai répondu, quand il était assez proche pour m'entendre sans crier. « Alexis, voici mon frère, Victor. » Il a fait un signe de tête au gars d'à côté. Il était plus âgé, peut-être 17 ou 18 ans. « Salut !» a-t-il dit, apparemment désintéressé. « Tu veux manger quelque chose ?» On voulait aller manger un hamburger ou autre chose. Mike m'a demandé. Non merci, je n'avais pas d'argent. En plus, j'étais très consciente de ce que j'avais sous le bras. Ne t'inquiète pas, je vais payer pour ça. Il m'a fait un sourire. Je lui lançai un regard noir sous un froncement de sourcils. Charité. Nous sommes sortis du parc, son frère nous a quittés en disant quelque chose à propos de nous laisser un peu de temps seuls. Les enfants. Je lui ai lancé un regard noir, et ils ont tous les deux éclaté de rire. Même moi, j'ai senti mes lèvres se retrousser au coin. Je l'ai laissé me conduire à une chaîne de restaurants de hamburgers. Je n'étais jamais allé auparavant. Mais mon expérience dans ce genre de choses était très limitée. Je ne me sentais pas à ma place, tout le temps. J'ai scruté les murs pour trouver une sorte de menu, pendant que nous faisions la queue. Il n'y avait pas grand-chose dessus, juste les noms des différentes sortes de burgers. Je voulais choisir le moins cher qu'il y avait. J'ai essayé de me glisser derrière Mike, mais lorsque là, devant, est parti avec sa nourriture, la fille derrière le comptoir m'a regardé. « Bonjour, puis-je prendre votre commande, s'il vous plaît ?» Elle a dit avec un sourire en plastique. Je devais choisir quelque chose. En levant les yeux, j'ai lu la première chose qui défilait sur l'écran. Un Zimi's spécial burger, s'il vous plaît. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais l'endroit s'appelait le Zimi's, donc je suppose que c'était assez standard. J'espérais que ce n'était pas trop spécial. Je me suis un peu détendu. « Vous aimeriez que ça fasse partie d'un repas ?» la fille a dit. « Ah, encore des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Oui, je pense. »« Petit, grand, quelle boisson veux-tu ? Une boisson ? » Oui. Je veux dire, je ne sais pas. Petit. Quelle boisson ? Coca. Tout le monde a du coca. Ok madame, vous voulez de la salade et des oignons dans votre burger ? Puis-je vous intéresser à nos nouvelles boulettes de fromage enrobées de pâte à frire qu'ils ont... Je me suis évanoui. Surcharge de données sensorielles. Je pense que mes tampons avaient besoin d'être remis à zéro. Mike est venu à mon secours en commandant sa propre nourriture et en répondant à la série de questions à son goût. J'ai pris du recul et je l'ai laissé parler avec la dame effrayante. Il a sorti un jeton et l'a glissé sur la puce de paiement. Les comptes bancaires avaient l'air amusants. Nous avons attendu moins de 30 secondes pour qu'ils empilent notre commande sur l'un des plateaux. Mike l'a pris et m'a conduit à un siège près de la fenêtre. Une fois assise, je me suis senti moins tendu. Nous avions de la nourriture. Maintenant, je devais juste trouver ce que j'avais commandé. Ce n'était pas si mal. J'ai même réussi à tout manger, même si je commençais vraiment à me sentir pleine. C'est une expérience étrange. Il semblait que le fait de manger si bien avait mis fin à mes douleurs d'estomac, dues à de trop grosses portions. Maintenant que je m'étais habitué, je pouvais manger environ 4 fois plus. Et au lieu de ressentir des douleurs ou des nausées, je me sentais juste, pleine. « Alors, qu'est-ce que tu as là ?» il a demandé en faisant un geste vers la boîte sur le siège à côté de moi. Ah merde, il savait ce que c'était ? On pouvait lire le nom de la marque sur la boîte, à travers le sac en plastique qu'on m'avait donné. Je n'avais aucune idée de comment répondre. Rien. Il m'a regardé attentivement, son expression était soudainement sérieuse. Cela semblait étranger pour lui. Il était normalement si insouciant. Même en menaçant Ashley, il avait un air enjoué. J'ai répondu à son regard par le mien en lui demandant de laisser tomber, de se taire, qu'il se taise.
si tu t'amuses avec Bethany de quelque façon que ce soit. Il a laissé sa phrase suspendue de manière sinistre. J'ai reconnu la menace, tacite, dans le regard qu'il m'a lancé. Il allait me faire du mal. Ça n'a rien à voir avec Bethany. Je ne fais que lui dire la vérité. C'est sans rapport, ce n'est rien. Nous sommes restés, nous regardant l'un l'autre, pour une réaction, jusqu'à ce qu'il rompe le contact visuel. Ok, a-t-il dit, revenant soudain à son état normal, avec un sourire. J'ai laissé échapper un soupir, purement mental. Il m'a inquiété. J'avais déjà fini et je suis restée assise pendant qu'il mangeait. Regarder les gens manger m'a toujours rendue nerveuse. Alors j'ai gardé les yeux sur la fenêtre en regardant les gens qui passaient. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et il regardait son portable. Bon, eh bien, je vais voir mon frère. Il y a un magasin qui veut me montrer. Il a levé les yeux de son téléphone. Tu peux venir si tu veux. Il connaissait ma réponse, bien sûr. Non merci, je ne pourrais rien me permettre de toute façon. Il a regardé la boîte à côté de moi. Il savait que ce n'était pas donné. Il reconnaissait la marque. Je me suis levé et on s'est dit au revoir, et je suis parti. Ayant récupéré de tout à l'heure, j'ai commencé à courir pour rentrer chez moi. Enfin, pas chez moi. J'avais encore une chose à acheter, puis j'allais au garage que j'avais loué. Je l'ai fait à un rythme plus lent que tout à l'heure. Je suppose que j'avais moins de choses à me mettre sous la dent. Et je ne voulais surtout pas me retrouver dans le même état que tout à l'heure.